Ok, je pense sincèrement de plus en plus qu'il doit avoir un quota femme à poil, personnage important à tuer à chaque épisode. Hein. C'est... c'est un léger souci sur le long terme. J'espère que ça saura se calmer parce que ça risque à la longue de devenir un peu trop redondant. Hein, ces mêmes ficelles qu'on tire, ces mêmes choses qu'on montre sur le principe. Pour le coup, ça va pour l'instant sur le coup, mais disons que j'ai un petit peu peur sur le long terme que ça s'épuise ce truc-là. En tous les cas. Donc on poursuit un peu là où on s'était arrêté avec Jon Snow pour commencer l'épisode. Pour honnêtement, des conséquences qui sont pas si horribles que ça sur le principe. Parce que voilà, le mec qui a laissé son fils à sacrifier aux sauvageons du coin ramène Jon Snow après l'avoir tabassé un petit peu en disant ah, vous avez pas suivi ce que je vous ai demandé, maintenant on va vous barrer, tirez-vous de là. Et c'est tout ce qu'il fait quoi. Il s'en prend pas plus que ça à Jon Snow, il a juste tabassé un petit moment et puis voilà. Ok. Et ouais, ils doivent se barrer, poursuivre leur route, et c'était une halte importante parce que ça leur permettait un peu de surveiller dans le coin. Donc il y a le commandant qui lui dit ouais, c'était pas très malin de ta part. Et oui, il raconte qu'il est un petit peu au courant de ces pratiques, comme quoi il donne ses enfants mâles en offrande parce que ça lui permet de survivre et on est obligé d'accepter ça. Bah, c'est un petit peu comme ce qui avait été montré au début, quoi. C'est-à-dire qu'on est un peu obligé de suivre ces pratiques du coin sans se permettre de juger parce que on a besoin d'eux, quoi. Donc plus ça appuie juste davantage ça. C'était pas mal fait, c'est juste que ça confirmait un petit peu ce que je savais. Bon, dernier point, on montre rapidement Sam avant de partir avec les autres, donner une espèce de babiole qu'il a sur lui à verre, ou Killy. À nouveau, ça fait super bizarre quoi, Killy, et on dit verre dans les sous-titres. Bref, moi je dis verre, et si c'est pas une bonne appellation, je suis désolé, c'est ce qui est écrit dans les sous-titres. Voilà, donc, et il donne à verre une petite babiole que sa mère lui avait donnée en disant je te la confie, comme ça je sais qu'elle sera en sécurité, etc. C'est pour montrer une espèce de début de lien entre eux et ça semble promettre qu'ils repasseront par là, ils se reverront ces deux personnages, histoire de dire que ouais, c'était pas juste une halte rapide et qu'on reparlera plus jamais de ce coin-là. Ok, donc voilà, c'était pas mal ça, et ça ira pas plus loin que ça sur le coup. En parlant d'éléments qui se poursuivent, d'une part on n'aura rien sur Daenerys dans cet épisode, et on va poursuivre un petit peu toute la partie autour des Greyjoy et Theon qui se retrouve là en étant un petit peu mis sur la touche en disant ouais c'est ta sœur qui va se charger de tout, toi t'es à part quoi, hein, et t'auras un petit bateau pour t'aider, tiens t'iras conquérir des pêcheurs si tu veux, mais c'est nous qui nous en chargeons, on s'en fout de toi. Et ouais, donc les Greyjoy n'ont rien à foutre du conflit entre les Lannister et les Stark, et ils veulent juste en servir comme opportunité pour conquérir le Nord, alors que Robb aura l'esprit ailleurs. Et ce qui laisse prévoir le fait que Bran vivra quelque chose d'assez mal. Hein, parce que je suis sûr qu'il risque de conquérir Winterfell à un moment donné, et Bran se retrouvera tout seul, et si ça se trouve, ce sera pas une très bonne chose pour lui. Nous verrons bien par rapport à ça, mais ouais, Theon essaye de plaider un petit peu la cause de se rallier aux Stark pour être sûr d'avoir des terres, mais non, hein, son père l'emmerde et on sent le gros ressentiment qu'il a envers lui par rapport au fait qu'il a abandonné de base au Stark et il lui en veut d'être revenu, quoi. Et on sent cette espèce de frustration de la part de Theon qui est assez intéressante, et il a un moment de dilemme intéressant où il hésite à prévenir Robb des mauvaises intentions des Greyjoy, et où en fin de compte il décide que non, il se rallie à la cause de sa famille de sang. C'était du bon drame, et ça promet des retrouvailles un peu tumultueuses entre lui et les Stark, mais je suis assez impatient de voir ça, parce que ça peut promettre vraiment du drame intéressant. C'était un bon développement de personnage autour de Theon, que j'ai bien apprécié. Alors, puisqu'on parle de Bran, rapidement, on a une petite scène entre lui et le maître, où il parle de ses rêves, et ça fait partie de ce genre de petits moments où on se pose, où le personnage discute, que j'apprécie beaucoup, où Bran raconte ses rêves, le fait que
il y a quelque chose d'un peu particulier qui lui arrive, sur lequel il sait pas mettre de mots, et le maître qui raconte un petit peu sa vie, qui se souvient des anciens dieux, des anciennes coutumes, et on voit quoi, cette ancienne génération avec la toute nouvelle qui discute. C'était très bon ça. C'était, je pense, assez inutile dans le grand ordre des choses, mais c'était très bien fait en termes de moments de personnages, genre de choses que j'apprécie, que j'aime bien voir dans une série. En tous les cas, puisqu'on a parlé de l'essai de Theon pour rallier la cause des Greyjoy, maintenant on va en venir à l'essai de Catelyn pour rallier la cause de Renly. Parce que ça fait 2 épisodes de suite qu'on voit pas Robb prévoir ses coups, etc. On voit pas Jaime non plus. Il y a beaucoup de personnages qui sont mis sur la touche. Ça c'est le truc avec ces séries où il y a énormément de personnages. Il y a de nombreux moments où on met certains personnages sur la touche, on les montre pas parce que sinon ça serait trop compliqué. Ce qui peut être un peu dommage quand on apprécie tel ou tel personnage, mais c'est le genre de choses que j'arrivais à accepter et qui rendait la chose un peu prenante, montrer l'échelle des choses, ne serait-ce que dans Lost, une série que j'adore par rapport à ça, par rapport au fait que ça jongle avec énormément de personnages, une multitude de personnages comme ça le fait ici. Enfin bon, Catelyn se rend auprès de Renly, qui est donc en alliance avec la famille de Loras, le chevalier aux fleurs qu'on avait vu dans la saison 1. Loras qui, alors je sais pas trop, j'ai le sentiment que peut-être ça vient du fait qu'il est rentré chez lui, il n'est pas en super bon terme avec sa famille, ou il a un petit peu mal, je sais pas, que son amoureux se soit un petit peu marié de force avec sa sœur pour faire bonne impression, parce que on n'accepte pas trop les couples gays, je me doute bien à cette époque-là, mais ouais, quoi, il fait beaucoup moins gracieux, quoi, il dégage beaucoup moins une espèce de grâce qu'il avait avant, et il fait beaucoup plus renfrogné que dans la saison 1, c'est assez surprenant, je trouve. J'ai même hésité un petit moment. Est-ce que c'est le même acteur ou pas? Mais d'après ce que j'ai vu rapidement, oui, c'est le même acteur. Dis donc, je reconnais à peine quoi, ce personnage-là par rapport à ce qu'on avait vu dans son apparition dans la saison 1. Enfin bon, ça commence avec Loras qui est en train de se battre en duel avec un autre guerrier, un autre chevalier, qui le bat. Et il s'avère en plus que c'est une femme qui s'appelle Brienne. Elle veut être dans la garde rapprochée du futur roi Renly, à nouveau un jeu de pouvoir intéressant. Renly qui est assez sage accepte, il va pas avoir ce jugement comme quoi, oh comment une femme pourrait-elle être capitaine de garde, ce genre de truc. Et ouais, c'est assez intéressant, mais il y a un petit problème par rapport à ce passage qui m'empêche d'être énormément pris dedans, même si c'est vraiment pas mal, c'est le fait que tous les éléments autour de la situation de Renly s'enchaînent dans le même épisode, quoi. On a un épisode et tout ce qui se passe, tous les problèmes, tous les dilemmes autour de Renly sont montrés les uns à la suite des autres de façon moyennement naturelle, en fait. On met sur le tapis tous les dilemmes autour du personnage parce que je sens qu'ils veulent pas s'étendre sur le personnage énormément d'épisodes en fait. J'ai le sentiment que ça va pas être un personnage sur lequel on se centrera en grand détail, donc on va prendre un épisode pour un peu tout fourrer. Et donc tout est fourré quoi. Il y a cette nouvelle commandante de garde, il y a la jalousie de Loras par rapport au fait que il le délaisse un petit peu pour être avec des femmes pour donner une bonne image publique, alors qu'en fait, bon, Renly n'a Dieu que pour lui, que pour Loras, mais ils peuvent pas afficher ça publiquement. Et le fait que il est mal vu par les gens, on commence un petit peu à parler derrière son dos parce que on estime qu'il n'a pas dépucelé sa promise qui est la sœur de Loras, donc la fille du seigneur du coin, et ouais quoi, il y a tout un délire comme quoi elle essaye de la guicher en se montrant un peu à poil devant lui parce qu'il faut la montrer à poil bien entendu, et ouais elle se rend compte que ouais ça marche pas parce que elle est pas son genre, et elle se dit ouais j'ai pleinement conscience de ce qui se passe entre nous, il faut qu'on fasse en sorte de calmer ces rumeurs sur vous, de faire en sorte qu'on appuie votre virilité pour que
que vous puissiez paraître un roi légitime. Et pour ça, ce serait de me mettre en cloque. Donc, faudra bien y songer. Soit on met en place un jeu où vous croyez que je suis un mec, soit on fait venir mon frère pour vous exciter et je finirai le boulot, ce genre de truc. Mais voilà, il faudra faire en sorte de me mettre en cloque à un moment donné. Et ouais, c'est très intéressant, hein, tout ce qui est mis en place. C'est juste que, ouais, tout est fourré à la suite. Tout se fait en une seule journée. Tout ça est montré en l'espace d'une seule journée. Et... un petit peu vite. Je trouve que vous auriez pu mettre ça en place, je sais pas, sur 2 épisodes au moins. Quant à la partie alliance entre les Stark et Renly, ouais, ça va pas très loin. Elle se présente juste, Catelyn, en disant qu'elle est honorée de le voir. Et on a quelques petits doutes sur elle, mais c'est plutôt pacifique entre eux. Et ils ont pas encore particulièrement discuté des termes de comment cette alliance pourrait se faire ou quoi que ce soit. Ça va pas plus loin que ça. Je sais pas, est-ce que Robb veut devenir roi ou pas en fait? Ou est-ce que ce qu'il voudrait être, c'est surtout être considéré comme roi de son territoire? Genre, on veut complètement foutre en l'air les 7 couronnes et pas avoir un roi unique sur tout le royaume, mais des tonnes de rois qui gouvernent leur coin apparemment. Ce genre de truc, j'imagine, c'est un peu ce qu'on voulait proposer au Greyjoy aussi, hein, comme quoi ils seraient renommés rois de leur terre, etc. Non, c'est un peu le truc qu'on veut mettre en place maintenant dans ce conflit, des tonnes de royauté sur le même royaume, quoi. Enfin bref, cette partie-là, pour l'instant, elle n'est pas développée particulièrement. On montre juste Catelyn arriver, faire ses hommages, et voilà. Et donc j'imagine qu'il y aura une suite à ça. J'aurais pas été con je sais pas, qu'on monte plus cette partie-là et qu'on garde un peu plus tout le passage autour de la vie de Renly et la vie intime de Renly sur plusieurs épisodes, quoi. Petit détail. Enfin bon, en dehors de ça, il reste plus grand chose à raconter, hein, ça va déjà assez vite. On va passer à Tyrion qui s'occupe donc de son job de main du roi qui est un petit peu pris et qui peut pas avoir le temps pour Shae. Shae qui pique une petite crise parce qu'elle est obligée de rester dans ses appartements. Il faut pas qu'elle se fasse voir parce que c'est un peu une faiblesse de Tyrion, on pourrait l'utiliser contre lui. Et Shae le prend un peu mal quand il le présente comme ça. Et ouais, il essaye de trouver un moyen de la faire sortir de là en la faisant engager comme autre chose. Et donc au début, il dit fille de cuisine. Elle dit ah non, je sais pas fille de cuisine moi. Hein. J'ai des storders, monsieur. Il y a un moment donné, je serais vraiment pour qu'on explique un petit peu le passé de cette femme, ce qui l'a amené à avoir ce genre de mentalité en fait. Vraiment, je suis assez impatient de voir un moment où on va développer ce personnage et son passé. J'espère qu'on le fera, hein, parce que si on le fait pas, ce serait un énorme manque, hein, un énorme manque. Et donc, ouais, ça lui plaît pas, et donc, deuxième choix qui est beaucoup plus classe, il en fait la servante de Sansa. Une servante qui manque pas mal d'initiative, du genre, ouais, vous voulez que je fasse ci ou ça qu'est-ce que vous voulez que je fasse en fait, madame mais fait... et ouais, elle a pas vraiment de manière très propre aux servantes aussi. J'espère qu'on aura une explication du passé de cette femme, quoi. Comment elle s'est retrouvée avec ce statut-là, avec ce genre de caractère, en fait. En tous les cas, ouais, puisqu'on parle rapidement de Sansa, il y aura un passage, une fois de plus, où on poursuit ce statut assez triste de sa vie, où elle accepte sa position en étant mais absolument pas heureuse de ça, et en feignant les faux semblants dans une discussion de table avec sa belle famille. C'est assez triste pour elle, on sent vraiment triste pour elle. Et d'ailleurs, quand j'y pense vraiment en détail, je me dis que Geoffrey doit quand même l'apprécier, être attiré par elle. Parce que techniquement, c'est la fille de l'ennemi, la fille des traîtres. Si les Lannister venaient à gagner, une fille Stark serait clairement pas le meilleur parti pour le roi. Mais pourtant, il est partant pour continuer cette union, ce qui semble montrer qu'il a quand même une certaine attirance envers elle, hein, encore. Hein, c'est pas juste sa propriété à lui comme ça, il a envie d'elle particulièrement, semble-t-il. Enfin, je ne sais pas, est-ce que ce sera davantage appuyé? Mais à nouveau, il y a eu 2-3 moments avant cette saison 2 où on montrait que Geoffrey en pinçait un peu pour elle, quoi.
Ah, ça, c'est très particulier comme relation de couple, hein. J'apprécie beaucoup ça. Tyrion qui poursuit un petit peu avec ses manigances, des manigances qui sont un petit peu plus intelligentes par la suite, parce que je suis désolé, faire de Shae la servante de Sansa, je trouve pas que ce soit la chose la plus intelligente à faire, parce qu'elle pourrait se faire voir en étant la servante de Sansa, elle serait un peu plus notable que ce qu'il voudrait faire croire, Tyrion, donc je trouve pas que ce soit la chose la plus intelligente à faire. Mais bon, à nouveau, quoi, c'est aussi le léger souci avec Shae. Étant donné que le lien avec Tyrion a été fait très rapidement en 2 épisodes dans la saison précédente, le fait qu'on mette en place tous les petits soucis qu'elle pourrait causer, le fait qu'on doive la gérer par rapport à sa position, qu'on doit lui faire plaisir parce qu'elle représente quelque chose de fort pour lui, je trouve que ça manque un petit peu de force, de puissance dans la narration. Je le ressens moyennement, ce côté-là, on pourrait l'utiliser contre moi, je t'aime beaucoup, mais je veux quand même m'épanouir là-dedans, je suis une femme forte, aide-moi. Ok, je vais braver les dangers, risquer quelque chose pour que tu puisses avoir quelque chose de mieux, ma chérie. Et étant donné que cette relation de couple a été amenée un peu trop rapidement avant, la puissance de la chose se ressent moyen. Voilà, c'est le petit détail que j'ai à redire là-dessus. Et ouais, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, quand on mettra en place le passé de Shae, ça prendra en sens, en signification. Sur le coup, ouais. Voilà. Maintenant que c'est dit, l'autre plan de Tyrion que je trouve plus intelligent et plus intéressant, c'est le fait de manipuler un peu les 3 conseillers principaux de la main qu'on connaît, c'est-à-dire Varys, Baelish et le vieux, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, on dit son nom à 2-3 reprises, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Et puis honnêtement, je pense que j'aurai plus trop l'occasion de prononcer ce nom, de parler de ce personnage par la suite, parce qu'il les convoque un à un en leur disant que il compte marier la fille de Cersei à une maison, à des seigneurs du Corin, hein, pour forger des alliances et permettre de solidifier un petit peu le royaume. Et il veut faire en sorte que la reine ne sache pas. D'accord, mais ne dites rien à la reine, s'il vous plaît. Et il leur dit ça un à un en changeant le nom du prétendant, changeant le nom des seigneurs à chaque fois, pour bien savoir qui est à la botte de la reine, qui va trahir son secret. C'était très intelligent ça, et on découvre donc au bout d'un moment que c'est le vieux qui est le grand confident de la reine, qui lui rapporte tout ce qu'il entend, et à cause de ça, donc la reine réagit mal en sachant que Tyrion prévoit de marier sa fille à un autre seigneur. Apparemment elle n'a pas son mot là-dessus, semble-t-il. Elle s'énerve juste, mais apparemment elle n'aurait pas son mot là-dessus. La main du roi décide, elle peut rien faire. Même en tant que reine régente, c'est sûr, moi je ne sais pas, c'est un petit peu bizarre quand même. Et de toute façon, ça ira pas plus loin, puisque ce qu'il a fait Tyrion, c'était pour débusquer un petit peu qui qui le prendrait en traîtrise. Et bien entendu, il a découvert que c'était le vieux. Hein, ça correspondait donc au vieux, puisque Varys et Baelish, ça me paraît difficile de les faire tomber aussi rapidement comme ça. Ça me décevrait beaucoup que l'un d'eux tombe pour un tour de ce genre-là. Mais ça restait un tour très intelligent qui lui a permis de voir et qui était plus de son côté et qui l'était moins. Et il parvient, suite à ça, à se débarrasser du vieux en le faisant capturer alors qu'il était avec une prostituée. Et une fois de plus, petit détail, ce genre de petite attention que j'apprécie beaucoup de sa part, c'est que en s'en étant pris au vieux et en le faisant enfermer au cachot devant la prostituée qui a vécu quelque chose d'assez traumatisant, il se dit tiens, pour ta peine, j'ai un peu de compassion pour toi, tu vas avoir une petite paye aussi. Mais vraiment avec un regard très compatissant en disant ouais, t'as assisté à quelque chose, j'avais pas particulièrement prévu de te faire subir ça, tu vas avoir droit à un petit bonus. C'est le genre de petits détails, de petites attentions que j'adore chez le personnage, qui montrent qu'il sait être gentil avec les personnes qui le méritent. Et ouais, bon, pour l'instant, ça ira pas plus loin, en dehors du fait que, semble-t-il, il rediscute avec Baelish après, et il aurait un plan pour faire revenir Jaime via Catelyn,
Et étant donné que Baelish a un lien assez fort avec Catelyn, il prévoit certains trucs par rapport à ça. Je sais pas trop quoi en penser sur le coup. Qu'est-ce qu'il prévoit? Mais on montre que c'est quand même que c'est quelqu'un de très malin qui sait prendre les devants et faire gaffe à ses arrières. Hein, ça c'est aussi un point que j'apprécie beaucoup, dont j'avais déjà parlé sur Tyrion. Donc voilà, un très bon suivi du personnage de Tyrion là-dedans. Et pour terminer, on se repenche sur Arya, qui se fait à nouveau passer pour Harry avec son convoi, et qui a une discussion très intéressante avec le gardien du convoi, je ne sais pas comment il s'appelle, et là, à nouveau, je pense qu'il sera plus jamais mentionné, plus trop mentionné après cet épisode, puisque, ouais... Arya discute du traumatisme et d'avoir assisté plus ou moins directement à l'exécution de son père. J'en ai pas parlé, mais oui, lors de l'exécution d'Eddard, il y a ce mec qui l'a empêché de voir sa tête se faire couper. Mais Arya a quand même les images gravées en tête des instants juste avant. Et surtout des personnes présentes. Et c'est un petit peu ce que lui raconte son gardien en disant que oui, il a connu ça lui aussi. Il a connu un proche qui s'est fait tuer et ce qu'il a gardé en tête pendant de longues années, c'était le visage et le nom de la personne qui avait fait ça. Plus que le visage de son frère mort. Il me semble que c'était son frère. C'est assez fort ça, c'est assez fort de montrer ça. Un autre moment de lien entre personnages très marquant. Et ouais, apparemment, dès lors qu'elle noue un lien avec un adulte, Arya, il les voit crever, semble-t-il, puisque après Syrio Forel, ce mec-là aussi y a droit. Il y a donc les manteaux d'or qui arrivent. Pour attaquer, hein. Ils ont été rassemblés après ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, et donc il y a le mec qui dit réunissez-vous, parez-vous pour fuir à la moindre occasion, et voilà, il va essayer de distraire un petit peu les gardes en se battant bien, et il donne une bonne dernière bataille à la Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, hein, à peu de choses près. C'est un petit peu la fin que j'aurais vue pour Eddard. J'aurais plus vu une fin comme ça qu'une fin de ce genre en fait. Enfin bref, ouais quoi, il se bat bien mais il finit par être tué sous le nombre. Mais ouais, c'est un grand moment de bravoure. Et pour rien. C'est un peu ça qui me gêne un chouïa, c'est que tous les enfants, tous les jeunes du convoi se font capturer après ça. En dépit du fait qu'ils essayent un petit peu de fuir, personne ne va nulle part. Ça n'empêche pas d'avoir deux, trois choses notables, notamment, j'en ai parlé des 3 prisonniers, l'épisode précédent, dont un qui était assez noble, qui vous dit « Un homme saura se battre si tu l'aides à partir », alors que oui, il est toujours enfermé dans sa cage, dans cette mauvaise position. Arya a ce geste de clémence. On montre un petit peu la clémence particulière des Stark dans ce genre de situation, quoi. On voit le côté très clément de cette famille lorsque Arya suit un peu les préceptes de cette famille et leur permet de s'enfuir, leur donnant une hache pour se débarrasser de leurs liens. Donc je suis sûr que ça jouera un rôle par la suite, ce mec qui se qualifie à la 3e personne par un homme, a man. Je suis sûr qu'il joue un rôle, ce type. Et il y a un des gamins qui se fait trucider parce qu'il a une flèche plantée dans le genou et il peut plus marcher, et donc les soldats se disent merde, on va pas le porter, voilà, on le bute. Et ouais, juste après l'avoir buté, ils disent hey, nous recherchons Gendry, le forgeron, l'apprenti forgeron, qui est-il? Et il y a Arya qui a un éclair de génie, bah vous venez de le tuer. Alors que bon, Gendry est encore vivant parmi les capturés, mais un bon moment d'intelligence de la part d'Arya. Et donc, ouais, en fin de compte, elle ira ni à Winterfell, ni au mur. Et une fois de plus, je trouve que niveau temporalité, c'est un petit peu discutable. N'empêche que ouais, c'était un bon moment assez fort autour d'Arya et de comment les choses se poursuivent autour d'elle. Voilà, j'apprécie de plus en plus les filles Stark au fur et à mesure. Sans ça, j'avais un peu de mal au début, mais plus ça va, plus j'ai de la peine pour elle. Et plus ça va, plus je suis attaché à Arya. J'ai vraiment envie de la voir se sortir de ce pétrin-là. Et quand elle fait preuve de ce genre de compassion, de ce genre de force dans les épreuves qu'elle traverse, punaise, je suis vraiment attaché à cette fille-là. Vraiment.
Très bon épisode, un chouïa en deçà des deux précédents pour moi, mais ça restait un très bon épisode qui mettait encore davantage en place les différentes forces, les différents partis pour prendre en place le pouvoir dans cette guerre. De très bons développements de personnages, surtout autour d'Arya et de Tyrion, que j'ai apprécié. Quelques moments un peu rapides pour moi, qui m'empêchent d'apprécier tout à fait autant que les épisodes précédents, comme je l'ai dit, mais ça reste un très bon épisode, bien sympa à suivre, et je suis une fois de plus impatient pour la suite. À bientôt pour l'épisode 4, bye!